Estelle, tu es thérapeute énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement de l'hypersensibilité et ex-docteur en pharmacie. Étant toi-même dotée d'une haute sensibilité, tu as longtemps été confrontée à de nombreuses difficultés. Ta grande émotivité, ton jugement sur toi-même et tes croyances limitantes t'ont empêché de vivre tous tes potentiels jusqu'à ce que tu commences un travail sur toi-même et que tu deviennes enfin aligné avec ta nature profonde. Dans cet entretien, tu vas nous raconter ton parcours, comment tu as su faire de cette sensibilité une alliée et comment tu aides à ton tour aujourd'hui les personnes qui viennent te consulter. Tu nous parleras également du programme en ligne que tu proposes. Alors pour commencer, comment se manifestait cette grande sensibilité quand tu étais plus jeune et quelles étaient tes principales difficultés? Alors, tout petite, je dirais que c'était pas forcément flagrant parce que dans l'enfance, il y a toute la joie. Et donc, je pense que j'ai beaucoup encaissé en fait une éducation assez autoritaire et à la fessée. Et c'est vraiment à l'adolescence qu'il y a eu la bascule d'une quête de sens et d'une souffrance extrême, en fait, d'une perte de quête de sens, avec une sensibilité à fleur de peau, une hyper-émotivité, un sentiment de souffrance en permanence, un manque de confiance en soi tout le temps, je dirais. En même temps, il y avait de la détermination, et donc ce qui m'a permis de faire mes études de pharmacie, entre autres. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait toujours ce malaise de ne pas savoir qui j'étais, et donc de chercher. Et tout a commencé vraiment avec une thérapie forcée, puisqu'il y avait vraiment une crise existentielle importante. Et là, ça a été vraiment le premier déclic de me rendre compte que, en fait, les croyances que j'avais déterminaient mon monde. Et donc le fait que dans cette thérapie, j'ai pris conscience que si je changeais mes croyances, ben, mon monde changeait, ma vision du monde en fait changeait. C'était vraiment le début d'une démarche, quoi. C'était quoi tes croyances avant ce début de thérapie forcée? Alors, ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est qu'au départ, j'ai fait une crise d'anorexie et ce qui était à la source, enfin ce qui a émergé à ce moment-là, c'est que je voulais être le garçon que ma mère avait voulu. Donc c'est ça qui a vraiment libéré. Mais après, il y a eu tout plein de choses par rapport à l'alimentation où je me sentais... j'étais libérée par rapport à cette problématique-là, mais c'est comme s'il y avait quand même ce besoin de perfection, qu'il fallait que je sois tout le temps mince. Il y a eu toute une recherche par rapport à la santé, à l'alimentation. Et puis cette quête de sens, en fait, qui je suis, quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis là. Enfin, vraiment, c'était comme si tout était vide. Et donc, la quête a duré tout un temps, mais c'est vraiment à l'adolescence qu'il y a eu cette bascule profonde et le début donc d'une démarche. Et quand tu dis thérapie forcée, c'est-à-dire? Ben, c'était soit l'hospitalisation, soit je faisais une thérapie, quoi. Parce que tu étais en anorexie. Oui, parce que ça devenait dangereux, quoi. J'avais 10 kilos de moins que maintenant. Mm. Et donc, bon, l'hospitalisation, c'était clair que je me suis dit non. Et la thérapie, alors en plus, c'était avec une thérapeute qui discutait très peu. Donc à chaque fois, elle me disait oui. Alors moi qui n'avais pas envie d'y aller, c'était pas évident. Mais en même temps, au bout d'un an, il y a vraiment eu cette prise de conscience. Et du coup, après, j'ai trouvé d'autres thérapeutes qui m'ont accompagnée. Et puis, il y a eu la démarche spirituelle en parallèle. C'est comme s'il y avait, je sentais que ça venait des profondeurs de mais d'où je viens. Et la vie, c'est pas qu'une apparence, en fait. Comme j'ai beaucoup été élevée dans la normalisation, les apparences, donc les études étaient importantes, mais aussi comment fallait s'habiller, le regard que pouvaient porter les autres. C'est comme si, à l'intérieur, je disais, mais je suis pas que ça, c'est pas possible. Et donc j'ai commencé à lire la Bible, à chercher, puisque j'avais pas eu d'éducation religieuse en fait. Mais ce qu'il y avait, qui était assez étonnant, c'est que depuis petite, je parlais aux étoiles, comme si je sentais un lien, et comme si par moments, je me sentais totalement guidée. Mais bon, comme j'avais aucun repère, j'ai commencé à chercher avec ce que je trouvais, quoi. Donc la Bible, ça m'a pas parlé, mais le bouddhisme, ça a été une évidence, parce que je dis, waouh, il y a un homme qui a réussi à plus souffrir, en fait, et donc j'ai commencé avec le bouddhisme et la méditation et ça a vraiment été une ouverture de dire ah oui, on peut vivre sur Terre en étant en paix, avec cette sérénité, cette sagesse. Et pour moi, c'est toujours mon modèle quelque part enfin, dans ce que je projette du Bouddha, cette tranquillité, cette sagesse, cette sérénité et quelque part cette absence de souffrance. Alors avec le chemin, je vais comprendre de qu'est-ce qu'on met sur le thème souffrance
et comment en fait les émotions peuvent être là dans notre vie et c'est pas forcément souffrant ou douloureux. Mais voilà, ça a été vraiment le début. Et qu'est-ce qui, selon toi, était caractérisé par justement de la haute sensibilité dans ta jeunesse, dans ton parcours? Tous ces éléments qui est le manque de confiance en soi, mais souvent c'est une conséquence, mais l'hyperémotivité, c'est-à-dire que je pouvais sentir les émotions des autres, mais j'étais tellement à l'époque, je savais même pas, on mettait pas ce mot-là. On disait juste, «Tu pleurniches» ou il y avait pas de on parlait pas de la sensibilité, enfin en tout cas de l'hypersensibilité. Et donc, déjà, moi, j'étais envahie par mes émotions en permanence. J'étais touchée par ce qu'on me disait, mais j'étais touchée aussi si quelqu'un était blessé, ou pleurait, ou était en colère. Enfin voilà, tout m'impactait. Et puis cette quête de performance, cette hyper exigence qui était là, en fait, qui m'a amenée à des hautes études. Donc il y avait vraiment ces 2, le sentiment d'injustice aussi qui pouvait être fort et donc voilà, le manque de confiance, c'est un peu tout ça qui joue parce que quand, tu as un intellect qui va tout, argumenter, qui va à chaque fois chercher le pourquoi du comment, donc tu es perdu. Quand en plus il y a les émotions qui sont là en permanence, ben, c'est sûr que la confiance en soi, elle est un peu, difficile à avoir. Et donc c'est vrai que c'est ça qui m'a mis dans cette quête-là, c'est que de s de pleurer pour un rien quelque part ou très facilement, de me sentir très fragile, vulnérable, sans savoir en fait comment faire avec ça, en fait. Et puis, de m'engager dans un monde où à l'époque je me suis formée en pharmacie, mais en industrie. Donc j'allais rentrer dans le monde de l'industrie et je me suis dit: «Waouh! Si tu es touché à chaque instant, comment tu vas faire?» Donc et c'est ça qui est pas toujours évident, c'est qu'en même temps, je pouvais sentir cette détermination, cet intellect très performant et en même temps cette fragilité qui tout à coup pouvait me déstabiliser. Alors du coup, tu fais des études pour devenir ingénieur en pharmacie, Ouais. et puis tu vas travailler dans ce domaine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu vas arrêter et puis tu vas te diriger vers l'accompagnement des personnes très sensibles? Alors déjà dans mes études, comme j'ai commencé, la les démarches, enfin des formations en psychothérapie et en même temps le développement, la spiritualité, enfin je commençais les méditations et les enseignements spirituels. Donc déjà, dans mes études, j'y allais parce qu'il fallait que je finisse, mais je me disais: «Waouh, il y a des chances que je fasse pas ça». Donc j'ai fait 2 ans d'industrie et puis, pendant 2 ans après, j'ai vraiment cherché à travers le yoga, à travers, bon, plein d'enseignements, je suis allée partout en fait à chercher qu'est-ce qui pouvait faire sens, sans vraiment trouver à ce moment-là. Et puis après, j'ai travaillé en officine et là, j'ai rencontré la gestalt thérapie. Donc ça a été vraiment un coup de cœur où je me suis formée pendant 5 ans et en fait, dans la gestalt, on apprend vraiment l'écoute du ressenti. Parce qu'en fait, à cette époque, j'avais ces émotions-là, mais comme j'étais beaucoup dans la tête, la sensibilité était vraiment vécue comme un fardeau, comme un boulet, comme vraiment quelque chose qui était difficile. Et avec la gestalt, j'ai commencé à comprendre que, ah bah peut-être elle pouvait m'apprendre des choses, peut-être elle pouvait dire des choses sur moi, peut-être ça pouvait devenir une alliée. Puis après avec la spiritualité aussi, ça a permis vraiment de tout un cheminement pour, OK, je peux peut-être écouter ça. Et la bascule a été vraiment à la fin de ma formation de gestalt thérapeute, quand j'ai voulu m'installer, où j'ai senti que pour moi il manquait la dimension spirituelle. Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, j'arrête tout, toutes les méditations que j'avais appris, j'arrête la gestalt et juste je passe mon temps à sentir ce qui est bon pour moi et donc à méditer». Donc je méditais pendant des heures et je sentais qu'il y avait des mouvements énergétiques qui se faisaient et puis, je méditais la nuit vu que mon fils et mon mari, dans la journée, c'était peut-être un peu compliqué pour trouver du temps, donc je le faisais quand il dormait et en fait, juste je mettais les mains sur mon corps et j'écoutais ce qui se passait et là, pareil, il y avait des vagues énergétiques qui me traversaient. Il y avait des visions, donc je sentais qu'il y a des libérations qui se faisaient sans comprendre ce qui se passait et en même temps, je restais éveillée la nuit pendant des heures parce que, énergétiquement, ça me portait et je continuais la journée, tout allait bien et donc ça presque toutes les nuits pendant 2 ans, en fait, sans voilà, je m'amusais avec ça, je découvrais et j'étais bien avec ça parce que, à ce moment-là, j'étais libre. Parce que dans tout mon parcours, je me suis aussi beaucoup, accrochée à des maîtres, à des enseignants, comme si eux, ils savaient pour moi et là, ça a été vraiment, bah, allez, j'explore par moi-même et je vois ce que ça donne.
jusqu'à la rencontre avec un énergéticien un peu par hasard qui me fait une séance. Et là, pour moi, c'est la révélation parce que je sens tout ce qu'il me fait. Et, et je lui partage tout ce que je vois, tout ce que je ressens dans mon corps, enfin, et énergétiquement avec les images qui étaient là. Et je lui dis, mais je veux faire comme toi. Et il me dit, bah vas-y, t'es prête. Et donc c'est là que ça a commencé, j'ai commencé à en parler à mes collègues de travail, alors que jusqu'à présent, je leur ai jamais parlé de la spiritualité, je leur ai jamais parlé de ma démarche. Et donc j'ai commencé comme ça avec mon mari, mon fils, avec des amis, et j'explorais en fait ce qui se passait pour eux, pour moi, ce que je voyais. Et en fait, tous mes soins, ça a été ça, de petit à petit apprendre à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, comment ça œuvre, et comment je peux l'expliquer aussi. Donc maintenant, j'ai plus de clarté par rapport à ça. Et la Gestalt reste mon socle en fait, parce que même si je ne l'utilise pas en tant que tel, ça m'a vraiment appris l'écoute de la personne. Ça m'a surtout appris à faire un gros travail sur moi, donc j'avais déjà commencé et que je continue. Mais pour moi, c'est ça qui était important aussi dans ce que nous transmettait la Gestalt thérapie, c'est d'abord faire le travail sur toi pour pas projeter sur les autres et puis pouvoir vraiment les écouter pleinement. Et pour moi, ça reste ma base de ma capacité à me remettre en cause pour pouvoir encore mieux accueillir l'autre. Et parce que je pars du principe que c'est aussi ce qu'on vibre, ce qu'on est, qui agit dans la relation. Et donc voilà, il y a autant ce que je peux ressentir dans l'énergétique, ce que je peux voir, et amener la personne à sentir ce qu'elle a pour elle. Et dans cette base-là d'écoute, et que je ne sais jamais ce qui est bien pour elle en fait. Et donc c'est vraiment l'amener à découvrir par elle-même son chemin, tout simplement. Alors justement, donc aujourd'hui, tu accompagnes donc essentiellement les femmes et les enfants Ouais. qui sont très sensibles. Là, on va parler plutôt des adultes, donc des Ouais. femmes. Comment tu les aides? Quels sont les différents outils que tu as à ta disposition? Comment ça se passe? Ouais. Donc avec les femmes, donc on le fait soit en visio, soit en présentiel ou soit par téléphone. Et donc à partir de leurs problématiques, je les accompagne à sentir ce qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que moi, je pars beaucoup du corporel, ce qui permet en fait de chanter le mental, parce que si on reste dans le mental, on peut parler pendant des heures et ça va pas forcément aller en profondeur. Et donc le fait d'aller dans le corps, ça permet vraiment de suite d'aller au niveau de l'inconscient. Et comme je me relie à elles, je les accompagne énergétiquement aussi à plonger et petit à petit en fait à aller toucher ce qui, les blocages, les mémoires qui sont là. Donc ça peut aller travailler soit sur des croyances limitantes qu'elles ont, soit sur des blocages, des mémoires de l'enfance, des blessures de l'enfance, mais ça peut être aussi des blessures transgénérationnelles ou de vie d'avant. C'est-à-dire que moi, dans mon corps, je sens ce qui se passe. Donc souvent, les 2 premières séances, c'est souvent un travail de réalignement. Donc soit on nettoie déjà un peu, alors j'aime pas ce mot nettoyer, mais on libère l'espace énergétique qui nous entoure, parce que quand on est très sensible, on a tendance à prendre un peu les problèmes des autres, les énergies des autres, les émotions des autres. Et donc c'est un peu comme si notre maison est encombrée. Donc le premier travail, c'est vraiment je reprends mon espace et puis je me réaligne sur mon axe aussi, parce que des fois ça peut être dévié. Donc c'est vraiment là où je les accompagne dans ce qui se passe, parce qu'à chaque fois, pour chaque personne, c'est différent. Et donc je me mets juste en résonance avec ce qui est là et on voit ce qui apparaît. Mais je repère que souvent c'est ça. Déjà, il faut que l'espace soit libre. Et après, on va plonger en profondeur dans qu'est-ce qui émerge. Et très vite, quand je les amène à sentir ce qui se passe dans le corps, il y a une émotion ou il y a une détente. Et puis, il y a des mouvements énergétiques qui se font, des sensations. Ça peut être une sensation dans le pied, puis après dans la tête. Mais des fois, on n'a pas forcément l'info. Mais après, elles se sentent beaucoup mieux, plus libérées. Et ça se traduit dans leur vie de tous les jours. Soit où elles vont plus facilement arriver à dire ce qu'elles n'arrivaient pas à dire, soit elles se sentent plus apaisées, soit elles réagissent moins aussi. Donc voilà, mais c'est vrai que ça travaille à différentes stades, à différents plans de conscience, selon ce qu'il y a besoin dans l'instant. Alors justement, tu parles de l'énergétique. Qu'est-ce que c'est pour toi l'énergétique? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Ouais. Et comment toi, tu fais ce travail? Alors moi, c'est vraiment avec la méditation que ça s'est déployé. Et c'est tout le temps en évolution, même dans mes soins. Mais ce que je repère aussi, c'est que c'est vraiment en lien avec la personne.
C'est-à-dire que ce que je vais ressentir va dépendre de la sensibilité de la personne et de ce qu'il y a à travailler. Donc des fois, chez certaines personnes, il va y avoir plein d'infos, d'autres beaucoup moins. Ça, c'est vraiment très unique, propre à chaque personne. Et ce que je disais dans mon travail, c'est vraiment plus l'aspect champ énergétique, c'est comment, ce que je parlais, donc cet espace-là, comment j'habite mon espace, comment je me tiens droit et que j'aligne mon corps, mon cœur, mon esprit et mon âme, donc vraiment tout cet axe-là, parce que plus je suis alignée, mieux je sais ce qui est juste pour moi et mieux je peux mettre en place et aller sur mon propre chemin, mais c'est aussi déployer ses ailes, donc il y a vraiment aussi cette ouverture où ça y est, je m'ouvre, je rayonne et je m'offre au monde, où j'offre ce que je suis au monde, je rayonne mon unicité. Donc il y a tous ces plans-là. Mais pour moi, c'est vraiment une spiritualité incarnée. C'est pas juste je vais dans d'autres plans de conscience. Ça peut être intéressant, ça peut donner des infos, mais c'est surtout comment je relie les deux. Comment je peux reconnaître que je suis cet être en même temps avec ces différents plans de conscience et cet être unique, cette conscience une, encore plus vaste, qui œuvre dans ce corps et donc dans le monde. Donc c'est vraiment pouvoir allier les deux. Et je pense que c'est ça aussi dans mon parcours, que ce soit avec la pharmacie, la gestalt-thérapie et après toutes les méditations et le chemin spirituel qui est le mien. Et c'est vrai que quelque part mon modèle plus féminin, c'est à moi. Et ce que j'aime chez elle, c'est cet amour qu'elle rayonne et en même temps ce qu'elle met en œuvre au quotidien pour les autres. Et c'est vrai que si je travaille avec les femmes, c'est aussi parce que c'est elles qui mettent au monde les enfants, donc elles mettent au monde des hommes aussi. Et quand je travaille avec les enfants, je vois que après souvent j'accompagne les mamans, donc à leur demande, mais parce que si la maman elle est bien, l'enfant il s'imprègne de ce que le parent vibre, de ce que des actes du parent plus que des mots. Et donc plus nous en tant que femmes, on est épanouie, on est sereine, on est à notre place, plus on le véhicule à nos enfants, plus on le véhicule à notre mari dans le monde. Et donc c'est pour ça que pour moi, c'est au niveau des femmes que ça se passe, et des enfants évidemment, parce que c'est les graines qui vont grandir. Mais voilà, ils sont interreliés avec les parents. Alors, pour revenir un peu plus à l'hypersensibilité, donc elle a plusieurs facettes, émotionnelle, sensorielle et subtile. Est-ce qu'il faut avoir les trois facettes pour pour être hypersensible? Est-ce que ça dépend des gens? Alors c'est sûr que sur l'hypersensibilité, on n'a pas moyen de le diagnostiquer vraiment. C'est chacun comment il va se repérer hypersensible. C'est vrai que moi, ça s'est fait avec mon fils, qui a été repéré précoce, et du coup, on s'est vraiment posé la question de l'hypersensibilité. Et dans ce parcours-là, j'ai pu reconnaître ma propre hypersensibilité. Et en tout cas, mettre les mots dessus et mieux comprendre. Et je pense que pour chacun, c'est ça. On a des endroits où on peut être hypersensible, et on va vraiment parler d'hypersensibilité quand on l'a à plusieurs endroits. Émotionnel, je pense qu'en tant que femme, on l'a. Donc plus ou moins, ça dépend des moments et des moments de la vie, des moments du cycle. Il y a plein de facteurs. Sensoriel, on l'a tous plus ou moins. Mais c'est vrai que l'hypersensibilité sensorielle, ça va être vraiment au niveau de l'odorat ou de l'ouïe ou de la vue. Ça peut vraiment impacter fortement. Donc ça va dépendre des personnes. Et subtil, on l'a tous plus ou moins, mais c'est bridé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout être humain est sensible. Il peut être hypersensible. Et après, c'est comment il va vivre cette hypersensibilité. Et plus, quelque part, on fait un travail sur soi, plus on s'ouvre à cette sensibilité, parce que c'est le langage de notre âme, c'est le langage de l'être. Et donc cette sensibilité subtile, on l'a tous, sauf qu'on n'en est pas forcément conscient. Et après, elle peut aller jusqu'à l'hypersensibilité. Mais c'est cette capacité à être empathique, à ressentir l'émotion de l'autre, et puis des fois à capter des messages de l'ordre de l'intuition, ou de naviguer dans d'autres plans de conscience. Donc là, après, on est sur d'autres plans. Mais je ne saurais pas dire s'il faut les trois. Il n'y a que chacun qui peut déterminer sur « Ok, là, je suis hypersensible quand j'ai toutes ces facettes-là. » Alors, les personnes hypersensibles manquent souvent de confiance en elles. Pourquoi, selon toi? Un peu dans tout ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire que quand tu as des émotions qui t'envahissent rapidement, à tout moment, ou en tout cas où tu ne trouves pas la maîtrise, c'est difficile d'avoir cette confiance en soi. Quand il y a un mental qui est sans arrêt en train de te dire t'es nul, t'y arrives pas, ou qui va commenter,
bah, c'est pareil, c'est compliqué. Quand en plus on ressent de suite les émotions des autres et qu'on n'arrive pas à se différencier qu'est-ce qu'il y a à moi, qu'est-ce qu'il y a à l'autre, qu'on se sent facilement envahi, tous ces facteurs font que ça devient compliqué de trouver cette force en soi, cette confiance. Et plus en plus on est envahi, plus on se sent un peu comme une coquille vide, très vulnérable. Et donc c'est aussi pour ça que souvent je propose un travail corporel, parce qu'on a besoin d'un corps physique fort et d'un corps énergétique fort pour que cette sensibilité devienne une alliée et pas un fardeau en fait. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques caractéristiques de la haute sensibilité dans lesquelles les personnes qui nous écoutent pourront se reconnaître? Alors bah, c'est un peu, du coup je me redis, mais c'est un peu ça, en tout cas chez les adultes. Il y a donc cette hyper-émotivité, l'hypersensorialité, donc les stimuli extérieurs qui peuvent être vécus de façon plus intense. En fait, tout est vécu de façon plus intense. C'est comme si, ouais, dans la vie, tout est vécu de façon intense. Et donc ça peut être une critique, une réflexion qui peut nous impacter fortement et on peut passer 3 heures à réfléchir dessus. Ou alors une difficulté à refuser une demande, cette impression de toujours avoir envie d'aider l'autre. Donc il y a vraiment tous ces facteurs-là, de l'hyper-empathie, du perfectionnisme, de la haute exigence, donc l'hyper-émotivité, un mental souvent en arborescence. Donc tout ça sont les caractéristiques. Des fois aussi ce sentiment d'injustice, donc ça on le retrouve beaucoup chez les enfants, mais aussi chez certains adultes. Et puis dans cette hyper-émotivité, ça peut être, chez certains ça va être de la colère, chez d'autres ça va être de la tristesse, ça dépend des personnes. Mais c'est surtout ce sentiment des fois de ne plus savoir qui on est, tellement on est envahi et mélangé à l'autre. Et donc de ne plus savoir aussi quel est son chemin, où on en est. Mmh. Alors justement, on va parler du programme, d'accompagnement en ligne. Comment il est articulé et quels sont ses objectifs? Alors donc je l'ai articulé vraiment en 4 chemins, c'est vraiment comme en 4 chemins, en 4 étapes, c'est vraiment un chemin vers soi-même. Donc le premier, c'est vraiment de comprendre justement toutes les facettes de cette sensibilité, comment, c'est quoi les causes et comment je peux faire avec hein, pour mieux se comprendre. Après, c'est vraiment pouvoir habiter pleinement son corps et renforcer son corps pour pouvoir être mieux avec soi-même, je dirais, assis. Et puis comprendre les messages, justement, comment je fais de cette sensibilité, de mes ressentis, une alliée, comment elle peut me guider dans ma vie de tous les jours et me dire ce qui est juste pour moi à chaque instant. La troisième étape, c'est comment je peux oser être moi-même, être plus visible, rayonner et enfin comment je trace mon chemin. Oui, il y a un mélange d'enseignement entre guillemets, d'explications et surtout d'exercices corporels et énergétiques. Alors c'est sûr qu'on est sur, une forme, en ligne, donc il y a pas j'aurais aimé mettre du yoga, de la danse intuitive dans les outils que j'utilise, donc ça je le propose plus dans les stages. Mais déjà, ça donne des outils pour vraiment revenir au corps, trouver des outils concrets de OK, j'ai compris cette partie-là et comment je mets en pratique, de naviguer entre les deux pour que ce soit concret et que vous puissiez le mettre au quotidien. Alors on note effectivement l'importance des exercices corporels. Pourquoi c'est si important, quand on est hypersensible? Maintenant, ce que je disais, c'est que on est vite influencé, que ce soit par nos émotions qui nous ébranlent et qui nous fragilisent, qui nous fatiguent aussi. Ça, j'ai pas parlé de ce critère-là, mais quand on est sensible, on est vite fatigable. De par un mental qui rumine tout le temps, mais aussi ses émotions, plus la stimulation sensorielle, fait qu'on est vite fatigable. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est hyper important de renforcer le corps et surtout de prendre des moments de pause, de détente, de se retrouver. Et après, ça permet plus, on est en présence, en conscience avec son corps, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir toute son attention qui peut être soit dans le mental, soit dans les plans subtils, soit ailleurs, parce que c'est un peu ça que je sens énergétiquement, en fait on n'habite pas son espace personnel, bah, le travail corporel va permettre d'habiter son corps, mais aussi d'habiter son corps énergétique. Et donc plus je suis solide dans qui je suis, dans ces facettes-là de ce que je suis, plus je peux faire face au monde, faire face aux autres et oser être moi-même et donc trouver mon chemin. Mmh. Qu'est-ce que les personnes qui s'apprêtent à suivre ce programme, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre?
comment elles vont en sortir? L'objectif, hein, on va dire. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de déjà prendre conscience comment elles fonctionnent, parce que mieux je me comprends, mieux je peux gérer. Donc ça, c'est vraiment le premier outil. Et puis après, tout ce travail de ok, comment je fais de cette sensibilité un allié, comment l'émotion parle de moi, comment en fait à chaque émotion je peux l'utiliser pour mieux me connaître, pour mieux me libérer, pour être plus légère, plus sereine, plus épanouie. Donc vraiment c'est ce travail, et donc en plus il y a un exercice juste avant la masterclass, juste après, pour voir justement le chemin qu'elles ont fait et comment elles peuvent sentir énergétiquement et dans leur corps comment ça se libère et être plus en paix avec elle-même. C'est ça, c'est plus de paix, plus de compréhension, de sérénité et d'assise surtout. Et dernière question, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui s'apprêtent à suivre ce programme? Comment est-ce qu'elles doivent l'aborder? Alors déjà, en toute légèreté, c'est-à-dire de ne pas se mettre la pression, juste voilà, de le faire avec joie et amusement. Et vraiment de tester, de sentir qu'est-ce qui leur fait du bien. Dans tous les exercices que je propose, c'est des propositions. Et toujours de voir, ok, cet exercice-là, ça me fait du bien, et de le faire autant de fois qu'elles ont envie. Parce que c'est vraiment chercher pour soi les outils qui nous font du bien. Pour chaque personne, ça va être différent. Il y en a, ça va être plus des visualisations. Il y en a, ça va être plus dans le corporel. Il y en a, ça va être plus dans la réflexion et le lien entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'exercices différents. Il y a aussi des exercices écrits, il y a des dessins pour faire travailler d'autres parties du cerveau et faire vraiment le lien entre les deux. Donc de pouvoir s'explorer elle-même et de le faire vraiment à leur rythme. Mais par contre, c'est important de bien faire les exercices dans l'ordre et de prendre le temps de les faire. Et voilà, d'explorer en fait tout simplement et de s'amuser avec ça. Merci beaucoup Estelle. Merci.